Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours sur l'échantillonnage pour la classe de terminale STMG. J'aimerais commencer par les dernières choses qui ont été dites lors du dernier cours, le cours précédent que vous pourrez trouver en ligne ici. Donc, on rappelle en haut ici en vert dans le rectangle vert quelles sont les conditions sur les paramètres qui nous permettent d'utiliser l'intervalle de fluctuation et l'intervalle de confiance, c'est-à-dire le fait que la taille de l'échantillon est toujours supérieure ou égale à 30, que la taille de l'échantillon n fois p, la proportion de la caractéristique que l'on regarde dans l'échantillon, ce produit-là, il doit être supérieur ou égal à 5, et en même temps, le produit entre n et la quantité 1 moins p, toujours la même proportion de la caractéristique que l'on regarde dans l'échantillon, cela doit être supérieur ou égal à 5. Alors, nos conclusions sur le chapitre, c'est-à-dire les compétences et les connaissances qu'il faut maîtriser, ce sont la capacité à distinguer les situations où on utilise l'intervalle de fluctuation et où on utilise l'intervalle de confiance. Je vous rappelle que du coup, l'intervalle de fluctuation, c'est ce qui sert à nous faire prendre une décision, comme quoi un phénomène il est normal ou pas, et que l'intervalle de confiance, ça s'utilise dans le cas où il faut estimer une proportion que l'on ne connaît pas au sein d'une population. Par exemple, c'est le cas de quand on fait un sondage. Dans un sondage, on essaye de estimer quelle est la proportion réelle au sein d'une population, mais on le fait à travers l'étude d'un seul échantillon. Ensuite, il faut calculer l'intervalle de confiance et des fluctuations avec la formule, qui heureusement elle est très simple et très similaire dans les deux cas. Et évidemment, il faut être capable de reconnaître tous les paramètres qui entrent en jeu, c'est-à-dire la proportion effective P, la fréquence dans l'échantillon F0 et N, la taille de l'échantillon. Et enfin, la population de l'échantillon, ça c'est pas une donnée numérique, mais c'est de distinguer du coup l'échantillon de toute la population dans laquelle on prend l'échantillon. D'accord? C'est plus un travail sur le texte de l'exercice. Voilà, passons donc à nos deux sujets de bac qu'on va aujourd'hui corriger pour justement voir des exemples de questions qui sont posées au baccalauréat. Ce premier exercice, comme vous pouvez le remarquer, il y a une partie qui est effacée parce que justement, ce qui nous intéresse ici, c'est seulement dans le rectangle jaune. Mais lisons quand même de quoi s'agit-il. Des sondages quotidiens ont été effectués avant le second tour d'une élection. Donc vous voyez déjà, on est dans le cadre d'une élection opposant deux candidats A et B. Et on a les intentions de vote en pourcentage pour les candidats A qui sont donnés dans le tableau suivant. D'accord, et on peut lire très clairement, il y a le rang du jour XI, le pourcentage YI, et on voit l'évolution selon le jour. Et ici, il nous fait un exemple. Par exemple, le 24 avril, les intentions de vote pour le candidat A étaient de 55% et pour le candidat B de 45%. Logique parce que comme il y a seulement deux candidats, la somme entre 55 et 45, ça doit faire 100%, donc c'est normal, c'est logique. Le scrutin aura lieu le 6 mai. Comme il est en train de publier les sondages, les résultats de sondage les 2 derniers jours avant le scrutin, on ne dispose pas de sondage pour le 5 et 6 mai. Ok, d'accord. Le nuage de points. Et donc ici, il commence à parler de les deux premières questions dans lesquelles le sujet va vers du coup l'étude d'un nuage de points de coordonnées xi, yi. D'accord. Donc pour le moment, non, on ne s'intéresse pas à ça, nous. D'accord. C'est la question 3 qui nous intéresse, qui nous dit, du coup, je passe directement à celle-ci. Des sondages ont été faits le jour de l'élection, mais n'ont pas été communiqués. Alors du coup, toujours parce qu'il y a l'interdiction de publier les sondages les 2 derniers jours avant des élections. Un de ces sondages donnait le candidat A à 52%. L'Institut disait avoir effectué ce sondage sur un échantillon représentatif de 1225 personnes. Alors du coup, regardons juste les données qui sont à notre disposition. On a qu'un de ces sondages donne le candidat A à 52% et que l'Institut disait avoir effectué ce sondage sur un échantillon représentatif de 1225 personnes. Voilà. Et maintenant, du coup, il nous demande de, au vu de ce dernier sondage, établir l'intervalle de confiance au niveau de 95% pour les résultats du candidat A à l'élection. Alors, ce qui est important ici, c'est déjà de voir que dans l'énoncé, il nous demande très explicitement l'intervalle de confiance. Et c'est logique, parce que dans le texte juste précédent, il dit que un de ces sondages, qui a été du coup effectué non pas sur toute la population, bien sûr, mais sur un échantillon, donnait le candidat à 52%. D'accord? Donc, on ne connaît pas quelle est la proportion de cette caractéristique, c'est-à-dire le fait de voter pour le candidat A dans toute la population.
d'accord? Je vais le noter. On ne connaît pas P. Je vous rappelle, P, c'est la proportion effective du caractère, donc de la caractéristique que l'on regarde. Donc la proportion, on l'appelle effective parce que c'est celle qui est réelle au sein de toute la population. Au sein de toute la population. Ici, on connaît seulement la fréquence. Ici, on connaît seulement la fréquence au sein de l'échantillon. Et on sait que cette fréquence, F0, c'est égal à... Alors, je n'écris pas 52%, j'écris plutôt 0,52 parce que la fréquence, on l'exprime comme un chiffre entre 0 et 1. D'accord? Et ensuite, on sait que l'échantillon, il fait une taille de 1225 personnes. Ça, c'est facile. On lit échantillon, on sait que la taille, du coup, c'est 1225. Nous pouvons passer, du coup, au calcul de l'intervalle de confiance. Ça, c'est assez simple parce que l'intervalle de confiance au niveau de 95%, ça se calcule de la façon suivante. C'est f0 moins 1 sur la racine carrée de n, point virgule, f0 plus 1 sur la racine carrée de n. Et j'effectue du coup les calculs avec ces données. Ce sera 0,52 moins 1 divisé la racine carrée de 1225, point virgule, 0,52 plus 1 divisé par la racine carrée de 1225. Ça, c'est un calcul que vous pouvez faire aisément à la calculatrice. Du coup, on prend la calculatrice et on fait 0,52. Je vous invite à le refaire pendant que moi je vous détaille le calcul, mais je ne peux pas vous le montrer malheureusement. Mais je vous conseille vivement de le refaire chez vous pour vérifier que vous savez bien maîtriser la calculatrice et retrouver les mêmes résultats que moi. Donc on fait d'abord l'extrême à gauche de cet intervalle et on trouve comme résultat, alors je vais approcher ici au millième, c'est 0,491, point virgule, et donc du coup je fais 0,52 plus 1 divisé par la racine carrée de 1225. Et je trouve comme résultat 0,549. Voilà, ça c'est encore une fois des résultats arrondis au millième. Ok? Donc voilà, ça c'est l'intervalle de confiance. Et maintenant, il y a une dernière question qui est une question de contexte. Alors lisons-la. Au vu de cet intervalle que l'on obtient, donc bien sûr, ici on parle de cet intervalle-là, d'accord? On nous demande d'interpréter en fait le résultat que l'on vient de trouver. Et d'ailleurs, ça c'est un cas très classique aux questions du baccalauréat. Donc, au vu de cet intervalle, la victoire de ce candidat semblait-elle assurée? Justifiez la réponse. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cet intervalle? Il nous dit que la proportion effective, donc réelle, la vraie, elle se trouve dans cet intervalle. D'accord? Donc, ça veut dire que si j'écris cela en pourcentage, ça veut dire que P varie entre... Quel est le pourcentage lié à l'extrême de gauche? C'est 49,1%. Et au maximum, c'est 54,9%. Si je regarde du coup l'extrême à droite. Vous voyez, juste multiplier fois 100 les deux quantités qui sont là. Celle-là et celle-là. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux dire du coup? Eh bien, si la proportion des personnes qui sont réellement intéressées à voter pour ce candidat varie entre 49,1% et 54,9%, je ne peux pas dire que la victoire de ce candidat est assurée. Donc, je peux ici, par exemple, rajouter une phrase de ce type-là. Regardez. Je peux donc affirmer que la victoire du candidat n'est pas certaine, car l'extrême inférieur de cet intervalle est 49,1% qui est inférieur
à 50%. Et je vous rappelle que pour gagner l'élection, il faut plus que 50% des voix. Et ici, on voit que la proportion P des gens qui vont réellement voter pour le candidat, elle va se situer à 95% de probabilité, toujours. Ça, c'est toujours l'intervalle de confiance au seuil de 95% de probabilité. Elle va se situer du coup entre 49,1 et 54,9. Donc ça veut dire que c'est oui, c'est très probable qu'il gagne. Mais on n'est pas sûr parce que l'extrême inférieur, il est 49,1%. Ça veut dire que du coup, il y a une probabilité importante que la probabilité qu'il gagne se situe, donc pardon, que la proportion des personnes qui vont voter pour lui se situe entre 49,1 et 50, ce qui serait du coup inférieur à 50. Donc on n'est pas sûr qu'il gagne. D'accord? Ça c'est juste un raisonnement logique. Et en fait, on a déjà terminé l'exercice parce que, en gros, il nous demandait d'abord de calculer l'intervalle de confiance et ensuite de l'interpréter. Donc je vais passer au deuxième exercice sans plus tarder. Alors encore une fois, comme c'est un exercice tiré d'un sujet de bac, il y a une première question qui parle d'autre chose, voilà. Et pour le moment, on va juste l'ignorer, mais on va lire le texte de l'exercice pour avoir un peu de contexte. Pour la fabrication de machines agricoles, une usine reçoit en grande quantité des plaques métalliques carrées. Elles ne peuvent être utilisées dans le processus de fabrication que si la longueur de leur côté et leur épaisseur respectent certains critères. Voilà, c'est un cas classique dans une production industrielle. Il faut que les pièces qu'on utilise respectent des critères logiques. Alors donc, lire la partie qui nous intéresse. Les plaques ayant réussi le premier test subissent un second test, du coup pour vérifier si les plaques elles peuvent être utilisées, permettant de vérifier leur épaisseur. Une plaque sera utilisable par l'usine si son épaisseur est inférieure à 3 mm. Or, le fournisseur affirme que 90% des plaques qui subiront ce second test ont une épaisseur inférieure à 3 mm. Autrement dit, il passe le test. On effectue le second test sur un lot de 2500 plaques. Alors attention, regardez ce qu'il nous dit. On est en train d'effectuer un test sur du coup une quantité égale à 2500 plaques. Je vais juste me souligner cela pour ne pas l'oublier. 2500. Déterminer, et regardez ici encore, il est explicite, l'intervalle de fluctuation à au moins 95%. Bien sûr, c'est la définition. Ça sera toujours à 95%. Le seuil de probabilité, de la fréquence des plaques dont l'épaisseur est inférieure à 3 mm dans ce lot. Alors, nous, ici, on veut déterminer l'intervalle de fluctuation. Et c'est logique, parce que regardez, dans ce texte, on sait que le fournisseur nous dit, il affirme, donc on doit considérer que c'est vrai, si c'est l'affirmation du producteur. Le fournisseur, il affirme que 90% des plaques ont effectivement l'épaisseur inférieure à 3 mm. Et nous, on fait le test sur un échantillon, du coup un lot qui n'est pas toute la quantité possible de ces plaques, mais c'est seulement une quantité circonscrite limitée à 2500 plaques. Et donc on a n égale à 2500, c'est du coup la taille de l'échantillon. Et le fournisseur nous dit qu'il affirme que la proportion effective, c'est de 90%, du coup je vais l'écrire toujours comme un chiffre entre 0 et 1, donc je divise par 100 et je trouve 0,9. Et donc ça, ce serait ça du coup la proportion effective. Alors c'est important parce que déjà on comprend qu'on ne pourra jamais calculer avec ces données l'intervalle de confiance, parce que pour l'intervalle de confiance, il nous faut connaître F0. Or, au niveau de la question A, on ne connaît pas les fréquences dans l'échantillon, on connaît seulement la proportion effective. Donc déjà, même si on avait voulu calculer l'intervalle de confiance, on ne peut pas. Ici, on ne peut que calculer l'intervalle de fluctuation. Alors du coup, avec ces deux données, j'utilise la formule qui me dit que pour l'intervalle de fluctuation, je dois faire n moins 1 divisé par la racine carrée, excusez-moi, j'ai inversé n et p, p moins 1 divisé par la racine carrée de n, point virgule, p plus 1 divisé par la racine carrée de n. Et du coup, j'écris cela numériquement avec le calcul. Donc vous prenez votre calculatrice et vous écrivez avec moi, du coup, ça fait 0,9 moins 1 divisé par la racine carrée de 2500, point virgule, 0,9 plus 1 divisé par la racine carrée de 2500. Comme ça, on trouvera l'intervalle de fluctuation pour la fréquence de cet échantillon. Et
résultat, du coup, c'est 0,9 moins 1 divisé par la racine carrée de 2500. Si vous faites cette opération, ça va vous donner 0,88 point virgule. Je refais la même opération, mais du coup avec le symbole plus au milieu, 0,9 plus 1 divisé par 2500. Tac, ça vous donne comme résultat 0,92. Voilà que l'on a donc pu déterminer ici l'intervalle de fluctuation. Je vais juste me le encadrer. D'accord? Alors, quel est donc le sens de l'intervalle de fluctuation? Eh bien, c'est très simple. Le sens, c'est que si on mesure du coup, si on mesure la fréquence des plaques qui respectent la consigne, donc qui respectent, qui passent le test si vous voulez, qui respectent les limitations de 3 mm. Donc, si on mesure la fréquence des plaques qui respectent les limitations, cette fréquence doit appartenir à l'intervalle à cet intervalle, et ça à 95% de probabilité. Donc c'est très probable quand même. D'accord? Donc c'est l'intervalle de fluctuation parce que justement la fréquence dans l'échantillon, elle peut osciller, elle peut fluctuer entre 0,88 et 0,92 à 95% de probabilité. On peut donc lire la dernière question qui va justement nous demander de vérifier cela. Lisons-le. Parmi les 2500 plaques, 2274 ont réussi le second test. Au regard de ces résultats, doit-on accepter l'affirmation du fournisseur? Donc il nous demande, suite à ce calcul, de remettre en discussion ou pas l'affirmation du fournisseur. Alors lisons-le attentivement. On a que parmi les 2500 plaques, 2274 ont réussi le second test. D'accord? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que F0 dans l'échantillon, je peux la calculer maintenant parce que c'est la fréquence des plaques qui ont passé le test. Et en fait, F0 dans l'échantillon, du coup, ce sera 2274 divisé par 2500. J'effectue cette opération et je trouve, du coup, 2274 divisé par 2500. Ça fait comme résultat 0,9096. D'accord? Donc, déjà, ce que l'on regarde, ce que l'on observe, c'est que c'est une fréquence qui est légèrement supérieure à ce qui était déclaré par le fournisseur. Parce que je vous rappelle que le fournisseur, il avait déclaré que c'était 95% de plaques. D'accord? Donc ici, on est déjà, c'est assez précis. Et ensuite, c'est même légèrement supérieur parce qu'on arrive presque à 91. Et du coup, on peut quand même dire que l'affirmation, elle est correcte. Pourquoi? Eh bien, parce que cette fréquence que l'on a calculée, eh bien, elle se trouve décidément à l'intérieur de cet intervalle. On peut en effet dire que 0,9096 appartient à l'intervalle 0,88.0,92. Simplement, c'est un nombre qui appartient à cet intervalle. C'est plus grand que 0,88 et inférieur à 0,92. Donc, on peut déduire que l'affirmation du fournisseur était correcte. Donc, j'ai répondu à la question. Hein. Il faut accepter l'affirmation du fournisseur parce qu'elle correspondait, c'était effectivement vrai. Ce n'était pas exactement 90%, mais c'est normal. On a trouvé une valeur qui est à l'intérieur de l'intervalle de fluctuation, ce qui nous dit que du coup, l'affirmation reste correcte. Et sur cette réponse, se termine le deuxième exercice. Voilà, je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo. Je vous souhaite un très bon travail et une très bonne continuation. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.